Un agriculteur est en train de travailler dans son champ lorsque tous ses moutons s'échappent soudainement de leur enclos. Ils s'éparpillent partout, très loin. Des loups se cachent sûrement tout près, attendant l'occasion parfaite pour les dévorer. Un seul fermier ne peut pas rassembler tous ses moutons, même à cheval. Mais un chien le peut. Non pas un chien à cheval. Le chien peut rattraper les moutons et les rassembler. Les chiens ont été domestiqués il y a 14 à 29 000 ans. Leur fonction initiale était de nous aider, nous les humains, dans les tâches quotidiennes que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Finalement, nous avons découvert que des chiens de taille et d'aptitudes différentes peuvent mieux faire certains travaux. Un berger allemand pouvait aider les bergers en Allemagne. Les Doberman étaient utilisés pour la sécurité, car ils sont forts et intimidants. Les terriers ont été élevés pour renifler les rats et autres vermines dans des endroits difficiles d'accès. Les chiens étaient le moyen de contrôle originel des nuisibles avant qu'il n'y ait un numéro spécial à appeler en cas de besoin. Les lévriers sont des coureurs à l'allure élégante et ont été élevés pour la chasse. Ils peuvent poursuivre le gibier jusqu'à 70 km/h, ce qui en fait la race de chien la plus rapide du monde. Bonne chance pour garder ce chien dans un appartement. Les mastifs existent depuis l'époque de la Rome antique. Ils étaient utilisés pour repousser les lions et autres grands animaux, ce qui en a fait le chien de garde idéal pour la protection. Ils peuvent sembler méchants et effrayants, mais ce sont en fait de gentils monstres qui aiment jouer et se prélasser. Le Saint-Bernard est un gros chien pelucheux qui peut résister à des températures glaciales. Ils sont utilisés pour retrouver les alpinistes perdus et les aventuriers coincés dans des tempêtes de neige ou des avalanches. Ils sont aussi connus pour être les meilleurs coursiers du monde canin et peuvent tirer un chariot à eux seuls. Si tu vis dans un pays gelé toute l'année, il y a de fortes chances que tu aies un couple de huskies sibériens à tes côtés. Ils sont indispensables pour le transport et se débrouillent très bien en groupe. Les personnes qui vivent dans de telles conditions utilisent encore aujourd'hui ces chiens pour tirer leur traîneau d'un endroit à l'autre. Ensuite, il y a des chiens d'apparence, disons uniques, mais tout aussi adorables. Oui, on parle de toi, monsieur le Bull Terrier. Ces canidés au museau rond sont connus pour être plutôt coriaces dans le monde des chiens. Ils adorent la compagnie des humains et ne se lassent jamais de jouer. Et puis il y a les carlins, nos compagnons préférés aux gros yeux. Les carlins existent depuis des centaines d'années en Chine et sont considérés comme les chiens de salon parfaits. Ils sont aussi connus pour être les clowns du monde canin. Ils ont fini par être introduits en Europe et ont conquis le monde à partir de là. Ils sont devenus si populaires qu'ils sont apparus dans des tableaux dès les années 1700. L'une des plus anciennes races de chiens, et la seule à avoir une langue bleue, est le chow chow. Les chows peuvent sembler intimidants, mais comme c'est souvent le cas avec les chiens, ce sont d'adorables petites créatures. Si tu préfères les chats, cette race pourrait bien te convertir. Les chows aiment passer du temps seuls et sont souvent comparés aux chats pour ce trait de caractère. Ils ne sont peut-être pas très enclins à se faire des amis, mais ce sont des compagnons incroyablement fidèles. Les experts pensent que ces ours en peluche ambulants sont originaires de Mongolie et du nord de la Chine. Et après de nombreuses années, ils ont lentement commencé à se déplacer vers le sud avec les tribus nomades qui les utilisaient comme chiens de chasse. Comme les carlins, des illustrations de chow chow sont apparues sur des poteries et des tableaux il y a 2000 ans. Lorsque leur popularité a atteint le reste du monde, le nom de chow chow est resté. L'un des premiers chiens loups était un hybride entre des loups et des poméraniens. Oui, ces mignonnes petites créatures sont en partie loups. Mais les Poméraniens du XVIIIe siècle n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. C'étaient des chiens de travail robustes et musclés qui aidaient les bergers à s'occuper du bétail et même à labourer le champ par temps de neige. Terriers, lévriers, mastifs, carlins, imagine n'importe quel type de chien et tu verras des tonnes de variétés. Toutes ces formes et races canines différentes sont le résultat de milliers d'années de vie avec les humains. Grâce à la reproduction sélective, les chiens ont pu être, en quelque sorte, personnalisés au fil des générations. On pourrait les qualifier d'OGM, organismes génétiquement modifiés, mais les modifications ont été faites sur un temps très long. On a pu les rendre plus grands, plus musclés, avec des museaux plus longs ou plus courts. La liste est infinie selon les besoins. L'environnement a aussi joué un rôle dans l'évolution canine. Une étude de fossiles d'anciens chiens d'Amérique du Nord a révélé que leur structure osseuse avait changé avec le refroidissement du climat. Ils sont passés du statut de chasseurs en embuscade dans la jungle, un peu comme les chats, à celui de coureurs de fond à la poursuite de leur repas. Au final, nous arrivons à 190 races de chiens reconnues rien qu'aux États-Unis. On ne peut pas en dire autant des chats qui ne comptent officiellement que 42 races. Ah, le mystérieux chat, si vicieux mais de la manière la plus adorable qui soit. Une seconde, il ronronne et se frotte contre ta jambe. La seconde après, il fonce sur ta main, toute griffe dehors. Parce que tu as caressé Monsieur Moustache au mauvais endroit. Les chats ont été domestiqués il y a environ 10 000 ans, mais à la manière indépendante typique des chats. Ils se sont en quelque sorte domestiqués eux-mêmes. Ils traînaient près des habitats humains et chassaient les souris dans les fermes.
Nous, les humains, les avons appréciés pour ça. Alors nous avons décidé d'emmener ces mignons petits animaux partout avec nous. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et nous avons maintenant l'animal de compagnie parfait. Tu n'as pas besoin de les faire sortir pour aller aux toilettes, ils se toilettent et se divertissent tout seuls. Ils complotent même contre toi quand tu dors. Les chiens ont de nombreuses formes et tailles différentes. De nombreuses races n'ont même pas l'air d'appartenir à la même espèce d'animal. Avec les chats, tu as une certaine variété de taille et de pelage, mais c'est à peu près tout. La plus grande race est le Maine Coon, qui peut peser jusqu'à 9 kg de pure peluche. Ces gros chatons sont très probablement arrivés en Amérique du Nord à bord des bateaux. Leur rôle était de maintenir sous contrôle la population de souris pendant le voyage. Le sphinx ressemble à une créature tirée d'un film de science-fiction ou à un chat ancien qui existe depuis des siècles. Il y a sûrement un lien avec le grand sphinx de Gizeh ? Non, ce chat sans poil n'existe que depuis les années 60 et il a été élevé au Canada. Le bobtail japonais ressemble à un mélange entre un chat et un lapin. Sa petite queue touffue ressemble à celle d'un lapin et il saute même un peu quand il court. C'est parce que ses pattes arrière sont un peu plus longues que ses pattes avant. Au début, il avait un gros travail à faire. Les archives historiques suggèrent que ces chats étaient utilisés pour se débarrasser des rongeurs qui causaient un problème majeur pour le commerce de la soie au Japon dans les années 1600. Le savannah ressemble à un chat que tu trouverais dans la jungle ou la forêt tropicale, et tu aurais à moitié raison. Ce minou est un mélange entre le chat domestique et le serval, véritable chat sauvage africain. Ses beautés aux oreilles pointues sont la plus grande race de chats domestiques et ont des taches uniques, semblables à celles du guépard. Certaines personnes ont même des servals comme animaux de compagnie. Ils sont plus grands que n'importe quel chat domestique et peuvent faire du grabuge s'ils sont enfermés trop longtemps dans un environnement clos. Il n'est pas recommandé d'en avoir un à la maison car ils sont connus pour griffer sévèrement les canapés et les fauteuils. Et tu devrais peut-être aussi protéger tes rideaux, et tes oreillers, et tout le reste. Les osselots sont l'un des chats sauvages les plus frappants qui existent. Tu pourrais facilement les comparer aux servals puisqu'ils arborent ces fameuses rayures et adorent faire leurs griffes partout. Ils peuvent être aussi grands que des bergers allemands et existent dans de nombreuses couleurs et de nombreux motifs. Mais ce qui fait que les osselots se démarquent, ce sont leurs oreilles pointues et leur barbe touffue. Et aussi le fait que Salvador Dali en avait un comme animal de compagnie. Maintenant, si tu voyais un jaguar et un léopard côte à côte, pourrais-tu faire la différence ? Voici une astuce. Regarde de plus près les taches. Ils ont tous deux ces taches noires si particulières. Mais les jaguars ont des petits points noirs à l'intérieur des leurs. Les léopards n'ont pas de petits points dans leurs taches. Sinon, demande-leur d'où ils viennent. Les jaguars vivent en Amérique centrale et du Sud, tandis que l'on ne trouve des léopards qu'en Afrique et dans certaines parties de l'Asie. Et pour faire la différence entre un chat sauvage et un chat domestique, tu devras regarder de plus près. Très près. Voilà. Au niveau des gènes, grâce à eux, les chats domestiques contrôlent mieux leur comportement agressif sauvage. Ils sont aussi meilleurs pour créer des souvenirs. Au fil du temps, ces gènes ont été transmis de chaton à chaton jusqu'à ce que nous ayons le bonheur d'avoir un chat domestique à la maison. Les chats sauvages semblent aussi avoir un cerveau plus gros par rapport à leur taille et ne ronronnent pas vraiment. Les lions et autres chats sauvages vocalisent généralement en rugissant. Cela est dû aux structures de gorge différentes des deux félins. Et un fait amusant sur les félins pour finir, les guépards sont les seuls félins qui ne peuvent pas rentrer leurs griffes. C'est même dans leur nom scientifique. Le genre Acynonyx signifie « pas de mouvement des griffes » en grec. Nous savons tous que la nature fait bien les choses. Si elle dote une créature d'une aptitude particulière, tout devrait logiquement bien se passer, n'est-ce pas ? Eh bien, oui. Sauf que certains clichés d'animaux sauvages nous font nous demander si l'évolution n'est pas allée de travers. La disposition naturelle des serpents leur permet d'avaler une souris tout entière. Mais dans certains cas, cette formidable capacité peut se retourner contre eux. Et oui, les serpents peuvent en fait s'avaler eux-mêmes. Les chercheurs pensent qu'ils le font surtout en raison du stress, de la captivité, de la régulation des températures, de la faim ou de la maladie. Le serpent est complètement impuissant dans une telle situation et cela se voit. S'il ne reçoit pas d'aide à temps, ses propres sucs digestifs peuvent commencer à ronger la queue qu'il a avalée. Si tu surprends ton serpent de compagnie en train de faire cela, essaye de l'en empêcher, ou emmène-le chez le vétérinaire. D'accord, mais qu'en est-il des crocs, me diras-tu ? Un serpent venimeux est-il immunisé contre son propre venin ? Si le serpent le digère, alors tout ira bien. C'est parce que l'un des principaux composants du venin sont les protéines. De plus, le venin est excrété par une glande qui se situe dans la bouche du serpent. Ainsi, quelle que soit la proie que le serpent mord, il y a de fortes chances qu'il en avale un peu. La seule façon pour un serpent de souffrir de son propre venin serait de se mordre directement dans un vaisseau sanguin. Dans un pareil cas, il aura la même réaction que n'importe quel autre animal. Tu t'es réveillé avec les cheveux en pétard,
Regarde plutôt ce spécimen. Chris est un bélier mérinos australien qui est devenu une célébrité en 2015, après avoir été découvert dans la nature. Des fermiers l'ont tondu et en ont retiré près de 40 kg de laine. Lorsque l'animal a été retrouvé, il portait sur lui une toison de plus de 5 ans. Mais Chris appartenait à une race de moutons domestiques qui doivent être tondus régulièrement. Dans le cas contraire, l'animal court un grand risque de blessure et d'infection. La vie de ces petits choux dépend donc directement de leur passage chez le coiffeur. Parlons maintenant des cornes. Les bovins, les chèvres et bien d'autres espèces arborent fièrement cette coiffure fantaisiste, non seulement pour le style, mais aussi comme une arme en vue d'affrontements violents. Si tu demandes directement son âge à ce bélier, tu obtiendras sûrement un « pour réponse. Mais si tu veux en obtenir une plus précise, tu peux compter le nombre de cernes sur ses cornes. Le cercle le plus grand et le plus foncé marque généralement son 4e anniversaire, lorsque le bélier est suffisamment mûr pour s'accoupler. Bien que les cornes des animaux puissent sembler très résistantes, la plupart d'entre elles sont en fait constituées de kératine. Il s'agit de la même protéine que celle dont sont faits les cheveux et les ongles des humains. Les cornes ne cessent de pousser au fur et à mesure que l'animal vieillit, tout comme nos propres cheveux. Elles peuvent finir par se recourber pour prendre des formes vraiment extravagantes, ce qui fait que ces armes se retournent parfois contre leurs propriétaires. Voici à quoi ressemble la corne d'un mouton Wiltshire lorsqu'il est jeune. Mais au fil des ans, les cornes se recourbent le plus souvent devant le visage de l'animal. Si la plupart d'entre elles poussent de manière inoffensive, les cornes qui poussent vers l'intérieur peuvent finir par s'approcher dangereusement de la tête du mouton. C'est le cas de ce bélier qui n'a vraiment pas eu de chance, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa corne a lentement poussé dans son propre crâne et finalement, cela ne s'est pas très bien terminé pour lui. Bien sûr, rien de tout cela ne serait arrivé dans une ferme, car les éleveurs auraient coupé ses cornes de manière préventive. Mais hélas, dans la nature, les animaux ne peuvent pas souvent profiter d'un coiffeur à domicile. C'est pourquoi ils utilisent des pierres et des branches pour frotter et raboter leurs cornes afin de les entretenir, de la même façon que les humains se coupent les ongles. Une génétique défectueuse n'est pas la seule cause de déformation des cornes. En effet, lorsque les mâles de ces espèces veulent s'affronter pour la domination, ils commencent à se battre pour montrer l'un à l'autre qui est le patron. Ces batailles peuvent entamer la structure des cornes et les faire pousser à des angles bizarres, voire dangereux. Plus la forme originale des cornes est fantaisiste, plus leur fracture peut s'avérer problématique. Ce pauvre koudou d'Afrique en est un exemple frappant. Heureusement, dans certains cas, la croissance illimitée d'une partie du corps peut être bénéfique pour l'animal. Il n'y a qu'à voir ses adorables sourires. Si tu te casses une molaire, ton dentiste te dira probablement que c'est irréversible et te proposera de la remplacer. Mais si un alpaga se casse les dents de devant, il lui suffit d'attendre un peu. Bien que ces animaux n'aient pas de dents du haut, leurs dents du bas poussent constamment tout au long de leur vie. Et lorsqu'elles sont trop longues, elles peuvent te donner la chair de poule. C'est pourquoi certains éleveurs préfèrent les tailler de temps en temps, tout comme les propriétaires d'animaux prennent soin des griffes de leurs chats ou de leurs chiens. Les lamas ressemblent tellement aux alpagas que de nombreuses personnes confondent ces deux espèces. Mais la principale différence entre les deux est que les dents de devant des lamas sont recouvertes d'émail. C'est pourquoi, contrairement à celles des alpagas, les leurs ne possèdent pas ce super pouvoir de croissance illimitée. Dommage pour eux. Contrairement aux cornes en kératine, les bois des cerfs sont entièrement constitués d'eau. En règle générale, seuls les cerfs mâles ont des bois. Il est très rare que les femelles puissent également en développer, en raison de leur propre équilibre hormonal. C'est l'équivalent pour le cerf d'une barbe sur une femme humaine, qui peut parfois apparaître en raison de diverses conditions physiques. Seuls les adultes acquièrent et perdent tour à tour leur bois chaque année, ce qui coïncide avec leur saison de reproduction. Au début, ces bois sont recouverts de velours, une peau protectrice parcourue de vaisseaux sanguins. Mais une fois que les bois sont complètement développés, le cerf se débarrasse du velours, tout comme les serpents se débarrassent de leur mue. Bien que ce processus ne fasse pas de mal au cerf, il peut sembler assez effrayant. Une fois que les nouveaux bois sont fin prêts, les cerfs commencent à se battre avec d'autres mâles pour attirer l'attention de ces dames. En général, les cerfs se privent de manger et de dormir tant que dure cette compétition. Et si tu t'es déjà demandé si les bois des deux cerfs pouvaient se coincer les uns dans les autres, la réponse est oui. Chaque cerf risque de se retrouver empêtré avec son propre rival au lieu de passer une nuit romantique avec la femelle convoitée. Ça, c'est pas de peau. De plus, tous les dommages subis par le cerf lors de cette parade peuvent influer sur la croissance des bois si certains nerfs sont endommagés. Et tout comme les cornes, les bois peuvent se développer selon des angles improbables en raison de défaillances génétiques. Certaines mutations peuvent même les rendre monstrueusement grands. Ce cerf malchanceux, par exemple, peut à peine bouger la tête sans perdre l'équilibre.
Par ailleurs, si un cerf se casse une patte, son corps peut accélérer sa guérison en sacrifiant la matière osseuse et le sang de l'un de ses bois. Ainsi, celui-ci s'amincit et s'affaiblit. En parlant d'extension faciale, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les défenses. Voici le babi rusa, originaire d'Indonésie. Cet ancien sanglier est apparu il y a plus de 35 000 ans. Il est facile de confondre ces énormes défenses avec des cornes. Mais il s'agit en fait de canines supérieures. Elles ont tendance à percer la peau de la face du sanglier à mesure que celui-ci grandit. Les scientifiques pensent que ces défenses intimidantes ont évolué pour protéger les yeux et la gorge lors des combats avec d'autres mâles pendant la saison des amours. Mais cette conception ne semble pas très judicieuse. Si un sanglier mâle ne rabote pas régulièrement ses défenses, celles-ci peuvent bien finir par se recourber dans son propre crâne, ce qui peut l'aveugler ou bien pire encore. Et si je te disais que les sabots pouvaient pousser de manière incontrôlée, tout comme les bois et les cornes, il a fallu des millions d'années à l'évolution pour transformer l'os de l'orteil central du pied des animaux en sabots. Et tout comme les ongles de pied, ils ont tendance à pousser et à s'enrouler dans des formes inquiétantes s'ils ne sont pas coupés régulièrement. Lorsque les ânes ou les chevaux n'ont pas la possibilité d'user leurs sabots naturellement en marchant sur des surfaces dures, ils tendent à pousser de façon excessive. Les animaux marchent alors sur la pointe des pieds et leurs tendons s'en trouvent trop étirés, ce qui peut entraîner des douleurs ainsi qu'une perte osseuse. En bout de compte, ils peuvent perdre la capacité de marcher. Ainsi, si tu croises un cheval aux sabots recourbés, pense à appeler un professionnel pour qu'il lui fasse une manucure d'urgence. L'une des questions les plus singulières que l'on puisse se poser sur le monde sous-marin est sans doute la suivante. Un poisson peut-il se noyer dans l'eau ? Eh bien oui, c'est possible. Bien que les branchies soient un don étonnant de la nature, de nombreux facteurs peuvent priver un poisson d'une respiration saine. Lorsque la teneur en oxygène de l'eau est trop faible, les poissons commencent à suffoquer. Mais cela se produit très rarement dans la nature. Le manque d'oxygène apparaît généralement dans les aquariums qui ne sont pas lavés et réapprovisionnés assez souvent. En outre, les parasites, les maladies et un déséquilibre général des composants de l'eau peuvent entraîner la noyade des poissons. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois!